Salut tout le monde et bienvenue sur Hawk Invest. Aujourd'hui, on se retrouve à Nebular Summit. Après toute une semaine passée à ETHSC, Stable Summit et tous les side events, on continue notre aventure à Paris. Et aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'accueillir Charles Dessy, le CEO de GYDX Foundation. Exactement. Du coup, pour Charles, est-ce que tu pourrais juste commencer par te présenter, ton parcours dans la crypto, le rôle que tu occupes aujourd'hui, comment est-ce que tu en es arrivé à là? Absolument. Écoute, j'ai commencé mon voyage en crypto via Bitcoin, comme beaucoup. C'était en 2011. J'avais passé dans mes années étudiantes dans le peer-to-peer file sharing, donc les eDonkey 2000 et tous ces Gnutella et tous ces réseaux de partage de fichiers. Et puis, on m'a partagé un moment le concept de peer-to-peer money, qui était Bitcoin. Et j'ai tout de suite compris à peu près le principe. Et puis, j'ai découvert aussi qu'il y avait beaucoup plus d'aspects à comprendre d'un point de vue économique, etc. C'était le début de mon voyage dans le rabbit hole Bitcoin. Donc ça, c'était en 2011. J'ai acheté mes premiers Bitcoins sur le eBay chinois qu'on appelle Taobao. Parce qu'à l'époque, Mongox était juste naissante et c'était pas forcément évident ni forcément très safe d'aller acheter là-bas. Donc j'en ai acheté sur l'équivalent de eBay chinois. Et puis ensuite, j'étais entrepreneur à l'époque. Un de mes plus gros clients a racheté ma société. Donc j'ai dû un peu me focaliser sur la transaction, la vente de mon entreprise. Et j'ai dit, OK, je me concentre, il ne faut pas que je passe des nuits à lire sur Bitcoin. J'arrête le Bitcoin. Donc j'ai tout vendu en 2011. Oh Voilà, non, l'erreur fatale. c'est pas fatal, mais c'est une erreur qui m'a fait apprendre pas mal de choses. Donc voilà, j'ai probablement fait moins d'erreurs ensuite, j'espère. Et ensuite, je suis revenu dans le monde de la crypto au moment d'Ethereum, quand le concept de smart contracts sont venus, qu'on pouvait rajouter une business logic sur les blockchains. À l'époque, j'étais au gouvernement de Hong Kong, employé en tant que Head of FinTech. Donc, je m'occupais de la croissance de l'écosystème FinTech à Hong Kong. Je travaillais beaucoup avec les régulateurs, avec le ministère de l'économie hongkongais, avec le ministère du commerce. Et dans le cadre de ce métier-là, j'ai aidé beaucoup de gens du paiement, beaucoup de gens de plein de verticales de la FinTech à grandir en Asie. Et donc, il y avait une des catégories sur lesquelles je travaillais beaucoup, avec beaucoup de passion, c'était la blockchain. Donc, j'ai travaillé avec énormément d'acteurs de la blockchain de l'époque, c'était 2016-2017, à les aider à grandir en Europe en utilisant Hong Kong comme plateforme. Et parmi ces sociétés était la société Consensus, donc société qui est derrière Infura, Metamask, Globalement, Ethereum, hein, et Ethereum c'est ce que aussi. tout le monde considère en fait comme la naissance d'Ethereum au final, parce que c'est eux qui ont contribué le plus, qui ont développé aussi les outils pour qu'on puisse accéder à Ethereum sans avoir à coder au final. Exactement, ouais. Donc, Et Joseph Lubin est un co-founder d'Ethereum aussi, donc clairement Consensus est un Ethereum player. Et donc je les ai aidés à créer le bureau de Hong Kong. Derrière, j'ai géré toute l'Asie pour Consensus. Et j'ai rejoint il y a quelques temps maintenant la DYDX Foundation. Donc on est très occupé à travailler l'écosystème DYDX qui est en pleine transformation. Parce qu'on est en train de migrer la plateforme de Ethereum qui est sur Starkware aujourd'hui, un layer 2, sur la chain DYDX qui est construite à partir du Cosmos SDK, mais je suis sûr qu'on va y revenir dans quelques instants. À côté de ça, j'ai écrit un livre aussi à propos de la blockchain pour un petit peu give back à l'écosystème parce que Hong Kong m'a beaucoup donné, l'écosystème crypto en général m'a beaucoup donné aussi. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai pu faire évoluer ma carrière dans une trajectoire fort sympathique. Donc le livre s'appelle Block Kong. Il est disponible sur Amazon et dans toutes les meilleures librairies. Et c'est 21 breakfasts autour avec 21 entrepreneurs de la blockchain à Hong Kong. Donc le livre a été édité en 2019, donc j'ai un interview avec SBF qui a commencé à Hong Kong, avec le CEO de Crypto.com, avec un des co-founders de BitMEX, avec Yatsu, le founder de Animoca, et plein d'autres acteurs de l'écosystème. Donc peut-être que dans la prochaine version, on n'ira pas boire des verres, mais on fera un breakfast. Bon, bah, ce sera avec plaisir en tout cas. Et avant de commencer à parler du vif du sujet, parce que justement tu es le président de DYDX Foundation, Ouais. mais également il y a un DYDX Trading. C'est quoi la différence entre les deux entités? Absolument. DYDX a commencé en 2017. Ça a été créé par Antonio Giuliano, qui était un ancien ingénieur de chez Coinbase. Donc c'est vraiment un petit peu la société qui a créé DYDX. Avec l'évolution de DYDX, ça a commencé sur Ethereum Layer 1, c'est aujourd'hui sur Starkware en layer 2. Avec l'évolution de l'application est en train de devenir un protocole avec sa propre chain. Et pour soutenir le développement de l'écosystème
autour de la chaîne DYDX. La fondation a été créée pour vraiment supporter gérer toutes les activités qui sont liées à la communauté, à l'écosystème de validateurs pour la chaîne DYDX, mais également à tout ce qui est travailler avec la communauté sur les DAO. Il y a 2 DAO qui sont très actives dans l'écosystème DYDX aujourd'hui, la Grants DAO, la DYDX DAO, et travailler sur la decentralized governance en général. Il y a un certain nombre de votes qui sont faits par la communauté, et à la fondation, on aide un petit peu tous les gens à structurer leur proposal de façon à ce que ça soit le plus successful en termes de vote. Et maintenant, on va passer vraiment dans le vif du sujet. C'est assez curieux comme choix de passer de l'Ethereum vers un layer 2. Tout est curieux en crypto, tout est curieux. Mais tu vois, passer de Ethereum vers un layer 2, ça paraît quelque chose de logique. Mais une fois qu'on est sur un layer 2 d'Ether, la plupart des protocoles décident de rester dessus. Vous faites, ou alors qui migrent en fait, même au-delà de ça, qui migrent vers Ether. On a vu ça avec Solana vers Ether. On a vu ça avec d'autres protocoles, ou d'autres même projets NFT. Ouais. Le fait de migrer de l'Ethereum, en tout cas de l'écosystème d'Ethereum vers Cosmos, c'est un choix qu'on ne voit pas souvent. Et la première question que j'aurais pour toi, c'est quelles sont les raisons au final qui vous ont fait basculer de l'écosystème où aujourd'hui il y a le plus d'utilisateurs au final, vers quelque chose qui va vous être propre? Il y a une multitude de raisons. Les raisons les plus fortes, c'est que DYDX a été créé pour créer un protocole de decentralized finance, mais on a commencé très très tôt en 2017 et la technologie blockchain a évolué au fur et à mesure. Si on regarde dans les détails la plateforme actuelle de DYDX sur Ethereum, donc sur le roll-up Starkware, aujourd'hui DYDX c'est un exchange qui gère à peu près $1 milliard de dollars de transactions par jour. En 2022, le protocole a reporté 466 milliards de volume. Donc c'est vraiment une application qui a une très grosse densité et une très grosse base d'activité en général et d'utilisateurs. Aujourd'hui, l'order book, qui est vraiment je dirais, la partie du software qui est la plus intense en termes de transactions, est off-chain. Parce que même sur un layer 2, tu ne peux pas avoir un order book qui ait assez de vélocité pour pouvoir matcher les orders et les demandes d'achat et de vente de façon la plus efficace. Tu as toujours le block time, et le block time, c'est quelques secondes, parfois 1 ou 2 secondes, parfois 15 ou 20 secondes, qui ralentissent en fait l'expérience de l'utilisateur en règle générale. Donc DYDX est très connu pour avoir des équipes d'ingénieurs qui font un petit peu du reverse engineering en mettant toujours en avant l'application et en essayant de trouver les meilleures solutions avec la blockchain, mais vraiment en partant vraiment de l'expérience utilisateur d'abord. En passant en fait sur le SDK Cosmos et en construisant le DYDX Chain, le but c'est de continuer à progresser sur la roadmap de décentralisation du protocole DYDX en lui-même et en fait de pouvoir permettre de décentraliser vraiment un des composants core de l'application DYDX qui est l'order book. Donc l'order book sur DYDX, il ne va pas être on-chain, mais il va être décentralisé en étant en fait distribué dans la mémoire vive des validateurs de la DYDX Chain. Et c'est très important, si tu construis dans la DeFi, de continuer à décentraliser tous les composants que tu peux décentraliser en utilisant la meilleure technologie. Donc la décision elle est vraiment drivée par les solutions d'engineering. On veut continuer à décentraliser ce qu'on n'a pas décentralisé encore. L'order book va être décentralisé, le sequencer sera décentralisé ensuite. Et à ce moment-là, quasiment toute la stack sera vraiment complètement décentralisée. On sera sur une expérience de pure DeFi. Et le choix de produit, c'est de se dire, tu peux pas faire à moitié du DeFi, à moitié de la CeFi. Il vaut mieux que tu choisisses vraiment une identité forte pour ton produit, pour ton application en général. Est-ce que tu es un acteur CeFi? Est-ce que tu es un acteur DeFi? Si tu as choisi d'être un acteur DeFi, il faut continuer toujours à essayer d'améliorer ta décentralisation du produit en général. Et dès qu'il y a une stack qui est disponible ou un software qui est disponible, il faut vraiment sauter dessus pour avancer plus. On n'a pas une dépendance aussi forte en termes de composabilité par rapport à d'autres protocoles DeFi. Si tu fais du lending aujourd'hui, tu as besoin d'être dans un écosystème où il y a beaucoup d'assets et les gens vont venir déposer un asset et prendre un loan contre cet asset. On est dans les métiers des produits dérivés chez DYDX. Donc, c'est des produits qu'on appelle les perpetuals. Ouais. Et en fait, tous les trades des utilisateurs commencent avec de l'USDC. Donc, il y a simplement un asset qui permet ensuite aux gens de traiter et d'exprimer leur opinion sur le marché en long Bitcoin, en court Ethereum ou ce que tu veux.
Donc, on n'a pas un besoin vital de composabilité autant que d'autres types de protocoles. Et derrière, en construisant la chaîne de YDX, c'est aussi, je dirais, une décision qui est faite en partant du principe que quand tu construis une application et que tu la poses sur la blockchain de quelqu'un d'autre, tu as une dépendance en fait sur la vitesse d'exécution de la chaîne sur laquelle tu viens de poser. Donc aujourd'hui, ils ont les Layer 2, les Ethereum a des roadmaps. Ces roadmaps avancent, parfois elles font des pauses, parfois elles sont en retard. C'est aussi beaucoup les Layer 2 et Ethereum en général. Je suis un grand fan d'Ethereum, mais c'est pour expliquer un petit peu la démarche d'ingénierie derrière. C'est beaucoup de chaînes qui sont multipurpose, donc c'est des chaînes sur lesquelles tu peux faire du NFT, tu peux faire du smart contract, tu peux faire plein de choses. Dans le cadre du YDX, on est vraiment sur un use case unique qui est le trade de perpetuals. D'où l'idée d'avoir une app chain spécifique au final. Exactement. Ne plus travailler avec un couteau suisse qui fait un peu tout, mais de se dire aujourd'hui on a atteint une taille critique, on peut se permettre de vraiment migrer sur un outil qui est dédié et qui devient un petit peu une Formule 1 de notre use case avec vraiment une stack complète qui est maîtrisée et plus avoir besoin de ralentir un petit peu le progrès en termes de performance ou le progrès en termes de features à cause d'un projet annexe ou un projet sur lequel tu t'es venu poser ton application. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, Ether, c'est quand même la blockchain, comme je l'ai dit juste avant, qui a le plus d'utilisateurs, dont les outils sont aussi les plus adaptés. On parle de MetaMask ou tous les wallets EVM, en fait, la compatibilité avec l'Ethereum Virtual Machine. Ouais. Aujourd'hui, vous utilisez MetaMask pour toutes les transactions, etc. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez garder ? Et ensuite, comment est-ce que ça va s'intégrer sur Cosmos? Parce qu'aujourd'hui, sur Cosmos, on a Evmos qui est EVM compatible. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez faire avec eux ou comment est-ce que ça va se passer? Alors, c'est une très bonne question. En règle générale, si tu regardes aujourd'hui le testnet, donc la première, je dirais, version de la version 4 de DYDX qui est disponible au public, tu peux continuer à utiliser MetaMask. Donc, ce qu'on essaie, c'est vraiment de simplifier l'utilisation au maximum pour l'utilisateur et de ne pas leur faire changer leurs habitudes ou leur infrastructure. Donc, les utilisateurs vont continuer à utiliser MetaMask. Ils pourront utiliser également un wallet natif Cosmos. Ils pourront utiliser tout type de wallet. Tu peux te connecter avec ton Ledger directement. Il y a plein de façons d'utiliser la plateforme. Et je pense qu'on retrouve ces deux écosystèmes qui deviennent de plus en plus compatibles et de plus en plus de développeurs, notamment ceux de DYDX, qui pensent vraiment à l'expérience d'utilisateur et pas forcément, je dirais, à leur écosystème pur. Donc, en termes d'expérience, ça va être quelque chose qui va être extrêmement simple pour les utilisateurs. Il n'y aura pas une différence énorme. Il y aura une optimisation des gas fees, il y aura une amélioration de la trading experience en général. Mais en termes d'outils, pour l'utilisateur, c'est vraiment la même chose. Et je pense, encore une fois, que tous ces univers de blockchain deviennent de plus en plus faciles à connecter les uns les autres. Il y a moins d'outils sur Cosmos, ça c'est vrai. Mais il y a aussi un SDK, un écosystème qui est en place depuis longtemps. Une des raisons, je pense, pour laquelle les développeurs de DYDX ont choisi Cosmos, c'est aussi de voir que c'est un SDK qui est en place depuis de nombreuses années, que beaucoup de projets ont choisi. Et c'est un écosystème qui est un petit peu moins riche d'outils, mais qui a un protocole qui a démarré un peu après Ethereum et qui vient avec des outils de base, je dirais, disponibles dès le lancement, qui sont vraiment très, très performants avec de la gouvernance, avec toute une série d'outils qui sont utiles. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que Cosmos aujourd'hui, c'est l'un des écosystèmes qui a la gouvernance la plus importante en général dans la crypto. Je ne sais pas si la gouvernance sera importante pour DYDX ou si elle l'est déjà. Elle sera critique. Donc, avec la progression vers la V4, donc tout le code de DYDX va être open source. Et la version 4 de DYDX va être en fait opérée par les validateurs et la communauté. Donc deux DAO qui sont aujourd'hui existantes dans l'écosystème DYDX. La Grants DAO qui a déployé plus de 3 millions de dollars aujourd'hui sur une centaine de projets. Des gens qui construisent des dashboards, des API, qui construisent des outils pour les bots, qui construisent une multitude de projets autour de DYDX, le projet lui-même. Et une autre DAO qui a été créée au début de l'année par la communauté, qui s'appelle la DYDX Operations DAO, qui elle est qui a été fondée également par la communauté avec plus de 6 millions de dollars de levée de fonds auprès du treasury de la communauté, qui représente plus de 100 millions de dollars aujourd'hui. Donc c'est une communauté qui a de quoi déployer pour sa croissance. Et cette opération DAO recrute aujourd'hui des employés full-time, déploie des différents services comme des indexeurs ou
des services de base pour s'assurer que en fait, la chaîne DYDX en général et parmi ces acteurs, des acteurs qui soient bien posés, qui rendent des services également critiques pour la chaîne en général. Et aussi, tant que j'y pense, parce que Donc pour revenir, excuse-moi de te couper, pour revenir sur la gouvernance, elle est critique parce qu'en fait DYDX passe dans les mains de tous les utilisateurs et de tous les token holders qui vont pouvoir voter sur les nouvelles features, sur les nouvelles trading pairs, sur les upgrades. Donc tout ça, c'est vraiment un paradigm shift. Et je dirais que c'est vraiment aligné avec la volonté de l'équipe core de DYDX de continuer à décentraliser l'order book, mais également décentraliser la gouvernance en général et je dirais la propriété du protocole en général. Et alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière par rapport à ce que tu disais justement par rapport à la gouvernance, par rapport à Cosmos, etc. On a vu le déploiement de la shared security sur Cosmos. Donc, lorsque les validateurs Cosmos peuvent valider les autres blockchains qui font partie du coup de l'écosystème Cosmos, du Cosmos SDK et qui ont l'IBC qui est activé. Il y a quand même pas mal de termes techniques, mais ils vont s'afficher juste en dessous dans la vidéo. Donc voilà. Donc, est-ce que vous allez faire partie de ces Atomic Economic Zone qui profitent de la sécurité de Cosmos pour la sécurisation de la blockchain en question? Alors, pas dans l'immédiat, a priori. On a déjà une belle base de sécurité avec notre écosystème à nous. Il faut savoir également que les validateurs DYDX, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, ont vraiment deux fonctionnalités, sécuriser la chaîne, mais également gérer l'order book et le matchmaking. Donc, c'est un type de validation qui est un peu plus complexe. Probablement qu'on va leverager ça un peu plus tard, mais dans une première partie je dirais du chapitre de la version 4, ça va être une chaîne qui sera plutôt self-sovereign avec sa propre sécurité via à peu près une centaine de validateurs qui sont aujourd'hui un peu partout dans le monde. Ce qui est intéressant de voir sur le testnet aujourd'hui, c'est qu'on a une cinquantaine de validateurs sur le testnet, c'est un chiffre qui grossit semaine par semaine. Et une chose qu'on a remarqué, c'est qu'on se rend compte que l'écosystème de validateurs en général sur Cosmos, et je pense qu'on le voit aussi sur Ethereum et ailleurs, devient de plus en plus professionnel. On retrouve par exemple sur le testnet de DYDX Google, donc des géants de l'Internet qui commencent à rentrer un petit peu dans ce type d'activité d'infrastructure du Web3 en général. On retrouve probablement des acteurs des télécoms qui ont déjà un petit peu exprimé leur volonté de venir et pas proposer simplement de l'accès à l'Internet, mais commencer à proposer de l'accès à des réseaux blockchain. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Donc on retrouve vraiment une professionnalisation de l'espace en général qui pour moi est vraiment intéressant. Donc des acteurs un peu plus traditionnels qui sont intéressés du coup pour arriver et contribuer en fait au final à la gouvernance et à la sécurisation aussi. Exactement, donc c'est quelque chose qui montre que notre écosystème va bien et qu'on peut dire que même si on est en bear market, il y a toujours un intérêt grandissant pour notre technologie, nos écosystèmes en général. Chez DYDX, on est un exemple, mais je pense que c'est des gens qu'on retrouve déjà ou qu'on retrouvera ailleurs sur d'autres réseaux. Donc c'est des signaux qui sont très très positifs à mon avis. Et pour venir à l'order book, comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Est-ce que ça fonctionne via un oracle? Est-ce que vous avez des providers de data qui vous aident là-dessus? Comment est-ce que le matchmaking se passe? Juste pour comprendre en fait le fonctionnement exact. Donc aujourd'hui, sur la version Ethereum, pour faire un petit peu en raccourci, l'order book est off-chain et donc il tourne sur un serveur. Et ce serveur reçoit les prix de multiples centralized exchanges, des prix de Chainlink également, et fait un prix médian. Et ensuite, ce serveur central off-chain match les orders et ensuite les orders passent en settlement sur la chain. D'accord. Sur la version 4, l'order book va en fait être dispersé dans tous les validateurs de la DYDX chain, probablement une centaine à terme, qui passent leur temps en fait à valider la chaîne, mais également à mettre à jour l'order book. Et le cycle de vie d'un ordre sur la DYDX chain, donc chacun passe son ordre. L'ordre est passé via des différents validateurs. Donc, c'est comme si d'un seul coup, au lieu d'avoir un seul exchange avec une seule database, tu as 100 exchanges qui sont en fait, qui se partagent l'order book et qui sont également un petit peu un mini exchange qui vont matcher les orders. Donc, si toi et moi, on place un order, on va dire au même moment sur la DYDX chain, que tu places ton order à $100, moi je le place également à $100, mais tu es une demi-seconde ou une demi-milliseconde avant moi. Donc les deux orders vont en fait passer sur la chaîne et c'est le validateur qui aura été choisi de façon random, au hasard sur la chaîne, qui va en fait vérifier les data et voir qu'en fait tu as tapé l'ordre quelques millisecondes avant moi.
Donc, en fait, au moment du consensus, mon ordre va être annulé. Et sous 2 secondes, là, en fait, tout l'ordre est settlé. Et ensuite, on a l'exécution et le settlement de l'ordre se fait on-chain, mais le matchmaking et l'order matching se fait dans la mémoire vive des validateurs. D'accord. Jusque-là, on a parlé du IDX, on a parlé de la décentralisation, parlons un peu de la centralisation. Aujourd'hui, on voit une grosse dominance des SEX, mais récemment, on a eu quelques débats, que ce soit avec FTX, que ce soit avec Gemini, que ce soit avec d'autres market makers qui se barrent des exchanges centralisés, qui ne veulent plus rien avoir avec la crypto. Ouais. Donc, est-ce que ça a joué en votre faveur au final? Parce qu'on a vu que les gens, ils avaient peur de ces exchanges centralisés parce que c'est une black box, hein, on ne sait pas ce qui se passe avec les fonds. On nous dit, ouais, vos fonds sont en sécurité. Au final, bon, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas comment ils arrivent là. Ouais. Est-ce que ça a joué en votre faveur au final? Ça joue en notre faveur. À la chute de FTX, les chiffres de l'YDX ont fait x3 overnight. La tendance après s'est un petit peu calmée, mais je pense que c'était vraiment un petit peu un wake-up call ouais. pour tout le monde de se dire oui, je savais que la DeFi existe, c'est plus confort d'utiliser la centralized crypto finance, les centralized exchanges, mais il faut vraiment que je commence un petit peu à travailler mon infrastructure, travailler un petit peu les endroits où je vais commencer à les traiter. Parce que la direction de l'industrie, elle est claire, on va tous en DeFi, on le voit avec des projets CBDC qui commencent à leverager un petit peu les technologies DeFi, etc. Donc clairement, un wake-up call, beaucoup plus d'activités, des institutionnels, des market makers, des prosumers, des gens qui étaient très bien chez Binance, chez Coinbase ou parfois chez FTX aussi, et qui se disent, OK, voilà, il faut que je commence vraiment un petit peu à m'y intéresser, à pratiquer, parce que c'est finalement beaucoup plus transparent, c'est beaucoup plus safe, c'est non-custodial. La place de marché est plus saine en règle générale et on retrouve la même expérience en fait, des liquidités qui sont également très importantes. Donc beaucoup de gens sont en train de migrer. Je ne vais pas dire que la DeFi va prendre tout de suite toutes les parts de marché. Aujourd'hui, en tout cas sur les marchés dérivés, la DeFi ça représente à peu près 1% des volumes globaux. Donc là, les centralized exchanges sont vraiment encore un petit peu les maîtres du jeu. Mais la tendance a clairement accéléré. Et je pense qu'on va avoir énormément d'acteurs, donc des crypto exchanges, qui vont très rapidement devenir en fait des gateways vers la DeFi. On avait eu un signal il y a quelques temps de ça avec le programme Coinbase Earn, qui permettait aux utilisateurs de Coinbase en fait d'aller faire du lending, et Coinbase les connectait à Compound. Alors il y a évidemment des disclaimers, etc. Mais c'était un petit peu, je dirais, le back-office des centralized exchanges qui devenait la DeFi. Et je pense que cette tendance-là va s'accélérer. Tu parlais de Gemini tout à l'heure. Imagine simplement si tous les utilisateurs de Gemini avaient en fait un lending programme qui les plaçait sur Compound à la place d'aller les mettre chez je ne sais quel broker et trader qui finalement a fait un peu n'importe quoi. Ça aurait complètement changé. Donc je pense qu'on va trouver des gens qui vont... L'audience de la crypto en général va continuer à grandir à très rapide vitesse. Il y aura des gens qui vont l'utiliser directement, et d'autres qui vont en fait avoir accès à la DeFi via des service providers. Ça peut être des crypto exchanges centraux, ça peut être des gens qui font du paiement, qui vont commencer à avoir une licence, et ils vont en fait faciliter l'accès à la DeFi. Et je pense que c'est une bonne chose. Il ne faut pas espérer que tout le monde va venir commencer à mettre les mains dans un MetaMask, des private keys et un Ledger. Ça reste une expérience qui est acceptable pour nous parce qu'on est un petit peu des early users, mais c'est normal qu'un produit avec une technologie finalement commence à être consommé de différentes façons en fait. Et en fait, tu m'as un peu front-run sur ma prochaine question. Parce que j'allais justement... Faut pas faire du front-run, c'est pas bien ça. J'allais justement te poser la question sur le fait, est-ce que tu penses que les centralized exchanges vont rester dominants sur le long terme? Du coup, je pense que ça va quand même être la porte d'entrée pour tous les nouveaux qui arrivent dans la finance décentralisée. Mais ensuite, les exchanges centralisés, je pense, vont tendre plus vers la finance décentralisée, vont l'utiliser parce que ça leur permet d'avoir une certaine transparence par rapport à ce qui se passe avec leurs fonds, où ils sont déposés, où sont détenus les fonds clients, à travers différents programmes de earn, de staking, etc. Et de l'autre côté, on va avoir les early users qui, eux, utiliseront ça directement, donc ils gagneront un tout petit peu plus. Mais ce qui équilibrera également les rendements fous qu'on aurait pu connaître auparavant, aussi au final. Parce que je me rappelle à l'époque où sur AAV, je gagnais 40% sur mes stables. C'était une époque quand même où je me disais… La grande époque. Mais attends, je suis un génie de la finance au final. Toi aussi, tu t'es dit que tu étais un génie à un moment? Ah, mais c'était…
c'était quand même un truc tous les jours. J'avais de l'argent qui tombait, mais des sommes. Et tu te Ouais, dis, mais enfin, c'est j'ai juste incroyable. cliqué sur 4 boutons, quoi. C'est incroyable. J'ai Ouais. acheté un Ledger, j'ai fait 3-4 boutons, j'ai payé $10 de frais, et puis Hmm. là, je gagne $200 par jour, tu vois. Ouais, ouais. C'était quand même assez impressionnant à cette époque, mais je pense que du coup, ces users-là, ils vont rester indépendants. Mhm. La finance centralisée va d'une certaine manière utiliser la finance décentralisée, surtout que maintenant on voit qu'elle est de plus en plus reconnue par les gouvernements, qu'on a les services qui commencent à comprendre comment ça fonctionne, qui commencent à comprendre comment tracer les fonds. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Si tu regardes comment marche ta banque aujourd'hui, et je sais que tu aimes beaucoup visiter les banques pour profiter de leurs services fantastiques. Mais en fait, une banque aujourd'hui, son corps de métier, c'est le deposit. Donc, ils prennent ton salaire, ils prennent tes économies. Et après, ils te vendent une multitude de produits. Ils te vendent de l'assurance qui vient pas de chez eux, qui vient de chez AXA ou chez Zurich ou je sais pas qui. Ils te vendent de l'accès au marché pour acheter et vendre des actions. C'est aussi un broker qui leur vend en marque blanche, quel que Mmh. soit. Donc finalement, les banques aujourd'hui en traditional finance, ils packagent une série de produits financiers Mhm. avec une bonne expérience pour les utilisateurs qu'ils ont réussi à acquérir. Il n'y a pas de raison qu'en DeFi, on n'ait pas aussi cette tendance-là. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas une mauvaise tendance, simplement que ça va être le back-office de ces acteurs financiers va complètement changer et ça va être un gain énorme pour notre industrie en général de la DeFi. En termes de timeline, je suis très optimiste, mais j'essaye d'être aussi un petit peu pragmatique. Il ne faut pas s'imaginer que ça va changer en 2 ans. On l'a vu, on regarde plus à une timeline de 5 à 10 ans pour vraiment voir des grosses proportions ou un flip où tu verras des gens, ton cousin ou ta tante, qui, sans réellement s'en rendre compte, vont commencer à utiliser un petit peu des public networks de DeFi pour du lending, des choses comme ça, ou pour du CBDC par exemple. Mais je pense que ça va prendre plus de temps. Si on Mhm. regarde bien, la DeFi, ça n'a pas commencé l'année dernière non plus. Ça progresse bien, mais c'est aussi un petit peu des croissances par à coup, avec des cycles. Donc, on regarde plus, à mon avis, il y a une timeline de 5 à 10 ans. Mais il faut être patient, et puis c'est des choses qui vont toucher également des millions de personnes, donc il faut que ce soit construit gentiment, et puis leur laisser le temps de venir. L'Internet n'a pas démarré non plus du jour au lendemain. Les premières vagues d'utilisateurs on retrouve un petit peu les mêmes modèles, où ça accélère, ça accélère. À un moment, ça va très très vite aussi. Mhm. Mais le démarrage se fait progressivement. Donc, Mhm. très optimiste, mais j'essaye de rester un peu pragmatique et de continuer à construire les écosystèmes et les équipes qui sont prêtes pour des années de travail et pas pour un quick run. Très bien. On va passer dans la partie un peu plus personnelle. Dis-moi. Donc, tu as découvert les cryptos en 2011, tu es rentré en 2015, donc tu as connu plusieurs cycles, on va dire, et plusieurs évolutions de la crypto au final. Est-ce que tu es toujours aussi optimiste par rapport à l'avenir des crypto-monnaies que ce que tu étais à l'époque? Ou alors tu l'es un peu moins après tous les problèmes qu'on a connus, que ce soit dans les hacks, que ce soit à travers des scams, que ce soit à travers des NFT qui explosent et qui donnent ensuite. Quel est ton avis par rapport à ça? J'ai appris beaucoup sur la route, bien sûr, parce qu'on a tous été un petit peu émerveillés par des projets, des promesses qui ne sont pas toujours été délivrées. Mais je reste super optimiste, super engagé. Et avant de commencer la crypto, j'ai fait l'Internet à partir de 99 ou un truc comme ça. Je travaillais dans les cybercafés parce que je n'avais pas l'accès à Internet chez moi. Mhm. Donc, je donnais des cours, J'ai connu cette époque des aussi. cours d'Internet pour pouvoir avoir des crédits d'heures et passer les heures que je voulais sur Internet. Et finalement, encore une fois, on retrouve un petit peu les mêmes modèles où au début, l'Internet est un petit peu expérimental, fantastique, une très forte croissance dans les années 90, 2000. Après, tout le monde qui disait oh mon Dieu, l'Internet, surtout ne mets pas ta carte bleue sur Internet, n'achète surtout rien sur Internet, il n'y a que des voleurs, il n'y a que des scammers. Et finalement, aujourd'hui, l'Internet, il est dans notre vie jour et nuit pour une multitude de choses et on ne pourrait plus s'en passer. Donc je pense qu'on retrouve, dans le terme Web 3, il y a Internet numéro 3 aussi. Et pour moi, on retrouve un petit peu les mêmes modèles et les mêmes chemins où à un moment, on est un petit peu expérimental et sympathique et c'est excitant. Après, il y a des vagues où d'un seul coup, il y a une crise, où il y a un peu des mouvements vers le bas, et puis ensuite, ça repart. Donc, je suis toujours aussi excité. Je regarde probablement les choses avec un peu plus de recul, Mhm. mais il y a toujours autant de puissance dans les concepts de la DeFi pour vraiment donner de la nouvelle valeur à des gens qui sont à l'autre bout du monde. Chez DYDX, probablement l'année prochaine, il y a déjà des équipes qui travaillent sur ce qu'on appelle les permissionless markets, donc permettre aux gens de lister eux-mêmes des marchés sur DYDX. Donc évidemment, on pense à plus de marchés en crypto,
Mais ce qui va être super intéressant, c'est des gens qui en parlent déjà aujourd'hui, de venir lister en fait des produits dérivés sur les marchés du blé, sur les marchés de la météo, sur les marchés de l'électricité, qui sont en général des marchés qui sont vraiment réservés à des gens qui traitent à Chicago uniquement, par exemple, mais qui peuvent vraiment aider des coopératives, des gens du monde entier à prendre un edge sur différentes choses. Donc là, je dirais la démocratisation de la finance via la DeFi, pour moi, c'est toujours un combat et ça va bien plus loin que le PP coin ou le stablecoin. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vraiment améliorer et à qui on peut offrir l'accès à ces choses-là qui sont aujourd'hui réservées encore à des petits groupes dans certaines parties du monde. Donc, plus de recul, mais même confiance. Très confiant. Super. Aujourd'hui, en tant que CEO, en tant que quelqu'un d'engagé dans la crypto et la DeFi, ta journée typique, ça ressemble à quoi? À partir du matin jusqu'à ce que tu te couches, quelles sont les tâches que tu effectues tous les jours? Alors, mes tâches que j'effectue tous les jours, bah, écoute, je commence ma journée sur Slack, donc du catch-up avec mes équipes en général. DYDX, c'est une vingtaine de personnes. La DYDX Foundation, c'est une vingtaine de personnes dans une dizaine de pays. On a énormément de partenaires, il y a énormément de discussions et de projets en cours sur multiples sujets. Donc, je commence en général beaucoup avec mon équipe à moi, à voir un petit peu ce qui s'est passé pendant la nuit, à travailler avec les gens qui sont déjà présents. Un peu de catch-up sur Telegram. Telegram, c'est un petit peu la deuxième email maintenant, donc ça devient aussi busy. Et j'ai pas de solution à te donner, mais le Telegram est bien chargé également. Et puis derrière, c'est travailler beaucoup avec les gens de la communauté, donc beaucoup de gens qui veulent préparer des propositions de gouvernance et qui viennent nous voir pour nous demander des introductions à des gens qui vont être plus techniques ou des gens qui vont être plus à même de comprendre et un petit peu de les guider pour que leur proposal soit plus prête en fait à passer au vote. On travaille énormément aussi sur l'écosystème de validateurs. Donc en ce moment, c'est beaucoup de travail pour nous pour en fait traiter le flux naturel et organique de candidats pour valider la DYDX Chain, mais également travailler de façon plus stratégique avec des acteurs beaucoup plus grands. On a parlé de Google au début de l'interview. Il y a d'autres gens des télécoms qui viennent aussi travailler avec nous pour s'assurer qu'on soit le plus décentralisé possible et qu'on ait aussi des acteurs qui viennent pour des raisons un petit peu différentes dans l'écosystème. Derrière, on regarde les chiffres du protocole en général, voir un petit peu comment ça s'est passé en termes de volume sur la plateforme et de regarder un petit peu les chiffres de l'écosystème. On va avoir des gens qui vont nous donner un petit peu des infos sur l'activité sur les social media dans les différentes communautés, savoir ce qui s'est passé au Brésil, par exemple, la semaine d'avant, comment s'est passé l'événement, comment on peut aider ou guider un petit peu des gens, des nouveaux entrants dans l'écosystème. Donc, c'est énormément de travail, c'est énormément de connectivité. Et puis après, c'est des choix de focus. Donc, j'ai une partie de l'équipe qui est vraiment concentrée sur la gouvernance en général de DYDX et donc travailler avec tous les acteurs de la gouvernance. Une autre partie qui fait plus du go-to-market, donc des gens qui sont basés au Japon, en Inde, en Turquie, à Singapour, en Europe, en règle générale, dans les marchés clés, pour travailler avec les communautés de développeurs, les communautés d'utilisateurs de la plateforme. Donc, il y a une multitude de sujets, donc en gouvernance, en go-to-market, et puis après, derrière, travailler avec un petit peu, je dirais, le branding de l'écosystème en général, s'assurer que tout le monde ait de la visibilité et qu'on soit bien compris, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses chez nous. Donc, s'assurer que les gens aient le bon message et qu'ils aient l'information qu'ils souhaitent avoir sur DYDX. Donc, des longues journées, clairement, mais ça passe et vite aussi. Et un petit moment pour la vie perso, sport, rien de... Ah si, donc je fais énormément de vélo, surtout le week-end, un petit peu de course à pied, un petit peu de yoga maintenant, parce que j'ai plus 20 ans, donc il faut étirer un petit peu les muscles, sinon ça fait des claquages et tout ce que tu veux. Et puis ma famille aussi, je suis marié, j'ai 2 enfants, donc voilà. Dans la crypto, il y a aussi, il faut trouver un peu l'équilibre pour pouvoir durer, tu vois, sinon tu te brûles trop vite, c'est tellement intense. Donc, on essaie de travailler vraiment avec un esprit de marathonien parce qu'on est parti pour encore de nombreuses années et puis il faut tenir l'effort toute l'année. Super. Et j'ai une dernière question pour toi. Dis-moi. C'est la question qu'on pose à tous nos intervenants, tous ceux qui viennent. On est un média qui est un peu multifonction. Donc, on ne parle pas uniquement de la crypto. On aborde également la bourse, l'immobilier, les investissements alternatifs.
La question qu'on pose à tous nos intervenants, c'est dans quoi est-ce que tu investis aujourd'hui en titre personnel? Est-ce que tu as des investissements que tu préfères? Est-ce que tu as des investissements qui te tiennent vraiment à cœur? Alors, j'investis, on ne va pas dire que j'investis, j'explore toujours d'autres blockchains aussi pour rester open sur les écosystèmes en général. Donc, j'investis un petit peu dans des NFT sur Tezos, parce que c'est un peu un amour d'enfance. Et donc, j'achète tous mes NFT uniquement sur Tezos. Et sinon, en termes d'investissement, c'est plus de la passion, ça pas des investissements. En termes d'investissement, je fais un petit peu de angel investing, mais c'est souvent lié à la crypto également. Sinon, je fais uniquement de l'index. Donc, j'achète uniquement des ETF, des ETF qui représentent soit une région du monde ou soit une représentation du marché en général. Je passe assez de temps sur les marchés, donc j'essaye simplement de placer là-dessus et de pouvoir avoir un peu de free time, l'histoire que ça ne soit pas non plus que ça me prenne trop de temps. Donc voilà, je fais beaucoup d'index. J'avais lancé en 2015 avec l'équipe de Aid Securities à l'époque, le premier robot advisor en Asie, à Hong Kong et à Tokyo. Donc j'ai bien deep divé dans les ETF à l'époque et je sais que c'est en tout cas pour moi une bonne solution. Donc que des ETF, des index, un petit peu de NFT, probablement trop de crypto, mais on ne se refait pas. Comme tout le monde, je pense. Et du coup, Jean, merci beaucoup déjà d'être venu et d'avoir eu cette discussion avec moi. Est-ce que tu aurais un mot de fin? Un mot de fin. Venez tous travailler dans la crypto, ou en tout cas venez essayer. Restez pas sur les bords de l'industrie. On a besoin d'énormément de profils, on a besoin d'énormément de talents en crypto. On n'est pas obligé d'être codeur pour travailler dans la crypto. Un talent en marketing, un talent en finance, un talent en project management va très très vite trouver sa place dans l'industrie. On n'est pas obligé d'être un passionné depuis des années, on peut être un nouvel entrant. Et je pense que ça peut aider beaucoup de carrières à rester relevant sur le temps. Et c'est un sujet que j'ai choisi pour mon prochain livre, qui s'appelle The DAO Way, et qui est un petit peu un guide pour les gens qui veulent commencer leur carrière en Web3, pour leur apprendre comment ça se passe d'être embauché par une DAO. Si tu as une petite entreprise qui fait de la communication, comment tu vas réussir à vendre à une DAO, parce que c'est des façons de vendre complètement différentes. Je suis vraiment persuadé que c'est des nouveaux types d'entreprises. Comme tu vas vendre aujourd'hui à une SARL en France des services de com, tu vas vendre dans quelques années tes services de com à une DAO et essayer d'aider les gens à comprendre et à lire un petit peu cet écosystème-là. Mais si vous n'êtes pas dans l'industrie déjà et que vous y pensez, tapez aux portes, présentez-vous de façon simple, mettez les mains dans le sujet un petit peu et formez-vous. Mais il ne faut pas avoir peur, même si au début c'est très technique, sur les premières années de l'industrie, on a en fait besoin de talents très diversifiés et on le voit dans les équipes des projets qui sont en train de grandir, qu'il va y avoir évidemment des core développeurs et des codeurs, mais il y a aussi des talents sur le go-to-market, sur la finance en général. Donc c'est vraiment une belle industrie, c'est vraiment l'industrie du nouvel Internet. Donc vous êtes tous les bienvenus et posez des questions, levez la main, essayez une fois, 2 fois, 10 fois et vous trouverez votre place. Et pour moi, c'est toujours une industrie où je rencontre des gens fantastiques et où on a des belles carrières et des belles perspectives. Écoute, c'est parfait. Parfait. Écoute, merci. Merci de ton accueil. Merci. Merci.